toute nouvelle semaine sur Télémétropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre première édition de Métro News pour la semaine. Au sommaire de ce lundi, les opérations policières se poursuivent au niveau du bas de Delma suite à l'assassinat des 3 agents de l'unité temporaire anti-gang. Les agents de la PNH veulent démanteler le gang de barbecue. Rencontre dimanche entre le Premier ministre Gary Coney et les familles des 3 policiers de l'unité temporaire anti-gang UTAG assassinés à Delma 18. Le chef du gouvernement a promis des mesures pour renforcer la sécurité et les conditions de travail des policiers. En titre également de ce lundi, tous les membres du gouvernement ont été installés. Les autorités étatiques peinent toujours à reprendre le contrôle de certaines institutions publiques situées au centre-ville, occupées par des déplacés. Comme annoncé, la police nationale mène actuellement des opérations dans le bas de Delma. Depuis le 12 juin, des agents de la PNH sont déployés dans le fief de barbecue. Cette opération fait suite à l'assassinat des 3 agents de l'UTAG survenu le 9 juin dernier. Par ailleurs, des routes ont été dégagées dans la zone. Pour l'instant, aucun bilan n'a été communiqué par les autorités policières. Des tirs retentissants au niveau du carrefour de l'aéroport à la mi-journée de ce lundi ont provoqué un vent de panique parmi les riverains. Il s'agit de l'impact d'une opération engagée par diverses unités de la PNH, perçue à longue distance par ses citoyens, angoissés par la montée de l'insécurité dans la zone. Nous ne pouvons pas acheter dans le cas là, nous sommes obligés de prendre l'arrière, parce que c'est là nous gagnons, nous allons de l'autre côté. Fait que là, nous avons couru là, nous avons tiré là, mais nous résilions nous là, nous allons de l'autre côté pour nous aller. C'est là nous pour nous venir. Si l'opération menée par les forces de l'ordre se concentre sur le bas de Delma, les conséquences sont bien visibles au carrefour de l'aéroport. Les activités fonctionnent au ralenti, peu de véhicules sont constatés dans les gares routières, alors que chaque fois la pression se fait sentir, des commerçants ramassent leurs marchandises. Pour mettre des côtés, juste espace là vite. Parce qu'on est là que c'est tout le monde qui a couru ou pas acheter. Et depuis que tu es obligé de tirer tout quand même, ou pas aller là où il y a. Obligé quand même après le tirer à frapper, donc ce cas il ressortir encore, mais c'est pas parce que bon, ça a une stabilité qu'il faut venir. À chaque fois nous sorti, donc nous sortis avec un désespoir et pensons que retourner nous pas facile parce que chaque jour nous venons dans la rue, toujours courir. Nous prenons la rue en façon pour nous cacher, on peut continuer, mais bagaille pas facile. Vous comprenez, par exemple, pendant que nous là, allés là, nous avons pu tirer dans le carrefour. Vous comprenez, mais nous là, nous ne connaissons pas côté un projectile qui a sorti pour venir atteindre nous, mais c'est le bon Dieu qui connaît. Certains d'entre eux expliquent être présents parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils expriment leur inquiétude quant aux répercussions de cette violence sur le fonctionnement de leurs activités, mais nourrissent l'espoir d'une amélioration. On prend l'arrière, juste on prend l'arrière, mais on ne peut pas prendre toute conscience ou toute fierté, vous comprenez? Pour les bagailles, nous avons changer. Mais pour changer, c'est nous qui prenons conscience. Si nous ne prenons pas conscience, rien ne peut changer, nous tout à mourir. Par exemple, nous avons changer pour nous avoir une possibilité, pour nous avancer. Depuis l'assassinat des agents de l'UTAG à Delma 18, les autorités policières ont lancé cette opération dans le fief de Jimmy Cherizier dit Barbecue. Après plus d'une semaine, aucun bilan n'est communiqué par la PNH et les bandits de leur côté poursuivent leurs exactions sur les membres de la population. Toujours concernant ce dossier, le Premier ministre Gary Coney a rencontré les familles des 3 policiers de l'unité temporaire anti-gang assassinés à Delma 18 et a promis des mesures pour renforcer la sécurité et les conditions de travail des policiers. Accompagné du ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, il a également rendu visite à Luxon Sanon, un policier blessé lors d'une attaque récente, pour exprimer son soutien. Dr Coney a réaffirmé l'engagement du gouvernement à améliorer la sécurité des forces de l'ordre et à leur fournir les ressources nécessaires pour mieux protéger la population dans un contexte de préoccupation croissante concernant la sécurité des policiers en Haïti. Alors que le nouveau gouvernement de transition est instauré, les autorités étatiques peinent toujours à reprendre le contrôle des institutions publiques situées au centre-ville, y compris les divers ministères et les bâtiments flambant neufs. Les employés ne peuvent pas accéder à leur bureau et des tirs sporadiques résonnent
tout au long de la journée. Des impacts de balles sont visibles sur certains édifices. Parallèlement, des déplacés occupent des espaces publics, notamment le ministère de la Communication et certains lycées. Comment l'État haïtien envisage-t-il de récupérer le contrôle de ces institutions étatiques? Reportage Rodolphe Firluy. Le centre-ville, considéré comme la capitale du pays, est réduit au silence. Des maisons privées, des grandes et mini-entreprises, des marchés publics, des véhicules de transport en commun, entre autres, tout est au point mort à cause des groupes armés qui imposent leurs lois et du coup, des citoyens n'ont eu d'autre choix que de tout abandonner. Au milieu de ce fait regrettable se trouvent des institutions publiques, notamment des bâtiments flambant neufs, la Cour de cassation, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, celui des Finances, des édifices qui sont debout mais qui ne fonctionnent pas. Certains ont essuyé des jets de pierre et, sur bien d'autres, des impacts de balles sont visibles. Ces constructions qui ont coûté des millions de dollars à l'État haïtien sont comme des éléphants blancs. Et ce n'est pas tout. À la rue légitime, au Champ de Mars, 2 autres ministères paient le prix fort de l'insécurité, celui du commerce et du tourisme. Les parages du Champ de Mars sont quasiment vides. Et c'est aussi le cas pour les bâtiments publics, y compris l'hôpital général. Une situation qui est loin d'être bien accueillie par des interrogés. Institution publique n'a pas fonctionner, coup privé. Donc, je ne dis pas, c'est tout côté ou pas qu'à résister autant de ces balles qui fait la une tout côté passé, mon a tombé, mon a mouru. Donc nous venons trouver nous dans une situation qui est impeccable, une situation qui est vraiment difficile. Je ne dis pas, nous avons que pour gagner une résolution qui prend, donc dans toute politique générale, dans tout politicien qui prend décision pour le pays, nous avons gagner une amélioration dans 6 mois et dans cap venir là. Quand ce ne sont pas des groupes armés qui empêchent leur fonctionnement, ce sont des déplacés victimes de la violence des bandes armées. Ne sachant pas où aller, ils occupent des espaces publics comme les lycées, des annexes du ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Communication à Bois-Vernat, entre autres. Ce citoyen avisé estime que cette situation est une mauvaise image pour les autorités étatiques. Imaginez qu'on est là, nous sommes capables de dire que la ville. D'ailleurs, moi, je suis un directeur d'école. Et si je dis que je suis dans le ministère de l'Éducation nationale, qui côté je passe? Je passe par Delma 24, je ne passe pas Nazon, je n'ai pas besoin même de dire pour me passer zone de circulation pour aller dans la ville. De ce fait, nous, tous côtés, ils viennent sur le site du diable pour tout le peuple haïtien. Nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas fonctionner. Nous ne pouvons pas depuis qu'il aime prendre zone dans la ville. Donc on commence à se questionner, certains commencent à s'interroger en ce qui concerne les institutions étatiques qui sont prises en otage, non seulement à cause des déplacés de la zone de Carrefourfeuille, de Bel-Air, de Cité-Soleil, entre autres, mais également à cause des zones de non-droit. Il y a également des bâtiments flambant neufs comme la Cour de cassation, comme le ministère de l'économie et des finances qui se trouvent au centre-ville. Jusqu'à présent, ces bâtiments sont là, ils sont debout, ils ne sont pas occupés à cause de la situation dégradante du climat sécuritaire. Pour ce gouvernement, quelle sera la nouvelle stratégie? Il y en a qui se posent des questions, mais rapidement, on peut espérer que cette question sera une priorité pour le gouvernement, à savoir rétablir le climat sécuritaire afin de permettre à l'État de retrouver son caractère majestueux. Donc la récupération des bâtiments qui se trouvent au centre-ville demeure une priorité selon de nombreux observateurs qui ne cessent de s'interroger sur la question. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ancien conseiller du président Jovenel Moïse, Patrick Crispin, plaide pour la restauration des autorités de l'État haïtien. Selon lui, ceci doit être la priorité du gouvernement, parce que sa mission est d'assurer la sécurité et la protection des citoyens et du pays. Il estime que sans la sécurité, il ne peut y avoir de stabilité. Les autorités en place ne pourront pas donner des résultats. On écoute ses propos. Si nous voulons bailler sécurité, nous voulons établir sécurité, eh bien, le gouvernement local, le pouvoir local, a un rôle prépondérant pour y jouer. Dépendamment de feuilles de route, gouvernement central là. Donc là où tout dit tout que sécurité, c'est les mêmes qui sont au premier plan.
dans tête tout. Et c'est lui qui a doué priorité, nouvelle équipe là. C'est à doué priorité des priorités de Conseil présidentiel transition, hein, de Premier ministre Gary Coney et de gouvernement. Et dans le cadre de restauration autorité de l'État, ça doit être une priorité parce que l'État a pour devoir de protéger les citoyens, il a pour devoir assurer sécurité pays et assurer protection et sécurité intérieure territoire. Gros chantier transition ça, il passe d'abord par sécurité 1, sécurité 2, sécurité 3. Si pas gagner sécurité, pas gagner stabilité. Si pas gagner stabilité, conseil présidentiel là, gouvernement pas capable de résultat puisque pas gagner instauration de état de droit, pas gagner exercice de pouvoir de la puissance publique qui est l'État. Maintenant que tous les ministres sont en poste, le gouvernement doit lancer les grands projets prévus dans l'accord du 3 avril 2024. Parmi les priorités après la sécurité se posent les questions des élections et du référendum constitutionnel. Pourront-ils traiter ces enjeux en moins de 2 ans? Les infrastructures existantes sont-elles suffisantes pour réaliser ces travaux ou faudra-t-il recommencer à zéro? L'ancien ministre délégué chargé des questions électorales, Mathias Pierre, est avec nous ce soir pour en parler. Monsieur Pierre, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir et je profite pour saluer tous les auditeurs et auditrices de Metro News. Nous savons que ce nouveau gouvernement aura travaillé sur plusieurs grands chantiers, notamment la réforme constitutionnelle et l'organisation des élections. Vous qui étiez ancien ministre chargé des questions électorales, quelle devrait être la prochaine étape qui va mener à l'aboutissement de ce processus? Est-ce d'abord la formation du Conseil électoral provisoire ou la réforme constitutionnelle? Bon, et en fait, j'ai toujours prôné qu'il y ait un processus où des actions sont menées en parallèle si on veut effectivement arriver aux élections et comme nous le savons dans les 16 mois à venir pour la transmission du pouvoir à des élus légitimes. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une priorité nationale. Mais avant d'arriver à la priorité nationale, allons regarder la question spécifique de la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle doit précéder les élections. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait des élections sur une nouvelle constitution. Ce serait extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir des élections en Haïti et vu les conflits qu'on a connus dans le temps, particulièrement avec le président Jovenel, il serait important qu'on ait une réforme constitutionnelle. Et je pense que le texte qui a été soumis par la commission qui a été créée a été à un certain moment transféré au pouvoir précédent. Et je pense que ce texte est un bon texte. Et ce qu'il fallait, c'est de mettre en place une commission de réévaluation et certainement, et à cette commission de transmettre ce texte à qui? Au CEP. Donc, préalablement à cette étape, il faut qu'il y ait un conseil électoral et provisoire et qui soit mis en place, qui puisse travailler pour la réalisation du référendum. Certainement, on a déjà gagné 3 mois puisque tous les matériels pour l'organisation du référendum, les bulletins oui et non, etc., tous ceux-ci sont déjà sur place. Donc, c'est une étape extrêmement importante et qu'il faut remplir, c'est la mise en place du Conseil électoral provisoire. Monsieur Pierre, vous nous aviez dit que la réforme constitutionnelle est très importante. Donc, la première question, pourquoi et quels sont, selon vous, les 3 principaux points à changer justement dans la Constitution, parlant des questions électorales? Bon, d'abord, il faut éliminer les confusions, c'est-à-dire
si on prend tout ce qui a fait le débat sur la fin du mandat du président Jovenel Moïse en 2021, et si on continue avec ce débat, ça veut dire le prochain président, selon la Constitution de 1987 amendée, le prochain président aurait déjà perdu 3 ans de son mandat. Et puisque son mandat, alors je dirais 2 ans, puisque son mandat aurait terminé pour certains en 2022, donc 2 ans, ou pour d'autres en 2021, donc 3 ans. Donc toute la période de transition serait une période à l'intérieur. Donc il faut éliminer cet élément. Il faut harmoniser les élections de sorte qu'on n'ait pas autant d'élections qu'on a eu dans le temps, puisque les élections coûtent de plus en plus. Et certainement, et pour moi, un point qui est important, c'est de continuer avec ce qui avait été mis en place, même déjà dans le décret électoral qui a été publié, fasse de sorte que la diaspora haïtienne, ceux qui sont à l'extérieur d'Haïti, non seulement puissent avoir leur carte d'identification nationale dans les pays où ils sont, mais que le Conseil électoral puisse mettre en place des éléments pour que ces individus puissent voter à partir du pays où ils sont actuellement. Nous savons que des travaux ont été déjà réalisés en ce sens, justement, vous venez de les évoquer. Est-ce que ces travaux effectués peuvent profiter à cette nouvelle équipe gouvernementale et à quel niveau surtout? Bon, le travail qui a été fait n'avait rien à voir avec une équipe au pouvoir ou non, puisqu'il y a eu une commission indépendante et le président Alexandre qui est mort, le général Abraham qui est peut-être aussi mort, et après, sans oublier les autres personnalités qui se sont impliquées dans ce travail, pour moi, on produit un travail exemplaire et pour moi, c'est un travail, certainement, il était toujours question d'avoir une autre commission indépendante qui puisse évaluer ce travail, question d'aller plus vite. Je crois que c'était déjà dans l'accord du 21 décembre, etc., qui a été signé précédemment. Donc, tout ceci doit être fait pour aller vite et pour la mise en place de cette commission d'évaluation et la mise en place du Conseil électoral provisoire et certainement arriver à l'organisation des élections. En tant que personnalité, alors j'allais vous dire, en tant que personnalité qui justement connaît bien les questions électorales, ce domaine, vous aviez travaillé dans ce domaine justement, quels sont les obstacles que cette équipe pourrait rencontrer, les obstacles majeurs évidemment, que cette équipe pourrait rencontrer en ce qui a trait premièrement à la réforme constitutionnelle et deuxièmement à l'organisation des élections? Bon, je pense que l'élément fondamental, pourquoi? Parce que je l'ai toujours dit et dans cette émission que le pouvoir précédent avait utilisé un discours, une stratégie que je l'ai appelée « il n'y a pas de sécurité ». Pas d'élection. Vous faites référence au gouvernement d'Ariel Henry. Voilà. Et rien n'a été fait pour la mise en place d'un environnement sécuritaire pour l'organisation des élections. Aujourd'hui encore, si on regarde ce qui se passe pratiquement depuis le 25 février, l'ancien Premier ministre n'est plus, et il y a eu un conseil présidentiel, on regarde tout. Mais on ne voit pas de manière concrète qu'est-ce qui est fait, quelles sont les décisions qui ont été prises pour se différencier du pouvoir précédent par la mise en place, par la priorisation de la question sécuritaire. Puisqu'on ne peut pas réellement avoir des élections s'il n'y a pas de sécurité. Donc aujourd'hui, tout le monde se dit, OK, nous sommes d'accord, qu'on s'attend à ce qu'il y ait une mission internationale pour la mise en place d'un environnement sécuritaire. Ce n'est pas très évident que les Kenyans vont venir en Haïti. Par contre, il y a un ensemble d'étapes d'actes qui ont été posés. Par exemple, la mise en place d'une base au niveau de l'aéroport par le gouvernement américain pour faciliter le transport aérien, mais en plus, 70 millions de dollars
qui ont été décaissés par le gouvernement américain pour aider au renforcement de la police et éventuellement des forces armées d'Haïti. Et il y a eu le Canada qui éventuellement avait mis 100 millions de dollars à la disposition d'Haïti pour les questions de sécurité. Je crois que 40 millions ou 42 millions ont été déjà dépensés. Mais je pense que le gouvernement doit travailler sur la mise en place d'un plan B, ce que j'appelle un plan national pour adresser la question de sécurité. Par exemple, je prends ceci comme exemple. Il y a une base qui a été mise en place. Il y a déjà une base militaire au niveau de l'aéroport. Il y a des infrastructures de la police nationale. Pourquoi ne pas négocier avec la communauté internationale? Quand vous dites négocier, en quel sens? Quand vous dites négocier, en quel sens? Est-ce que c'est se mettre d'accord sur le fait que la mission ne viendra pas et on va utiliser nos forces légales, notamment la PNH et les forces armées d'Haïti, pour assurer la sécurité, pour justement aboutir à l'organisation des élections? Je pense d'un plan B. Un plan B qui serait d'utiliser cette base pour qu'il y ait parce que récemment, il y a eu des militaires canadiens qui ont été à la Jamaïque pour former des Jamaïcains pour venir nous aider. Pourquoi ne pas envoyer ces militaires étrangers canadiens ou américains en Haïti en utilisant cette base pour pouvoir former les militaires et les policiers haïtiens, ensuite les équiper de sorte à ce que nos Haïtiens puissent intervenir plus efficacement dans le combat contre les bandits. Donc le premier élément... Ce n'est pas une façon pour le gouvernement de dire non aux étrangers, non au Conseil de sécurité que nous ne voulons pas de la force étrangère, mais nous voulons aller vite. Pourquoi ne pas commencer par utiliser ce plan en attendant que les Kenyans puissent venir, puisque éventuellement, si les Kenyans vont venir. Donc c'est un petit peu pour moi cette urgence pour entrer dans un plan, parce que le groupe qui est là, ils ont 18 mois, et dans 18 mois, je pense qu'on a déjà épuisé 2 mois, donc il y a 16 mois. C'est 16 mois pour mettre en place un environnement sécuritaire, pour pouvoir organiser les élections, faire le référendum, organiser les élections et seulement transmettre le pouvoir. Autrement, on va se retrouver dans la même spirale, à savoir pas de sécurité, pas d'élection, et on atteint la communauté internationale et on reste toujours dans la situation et dans le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Monsieur Pierre, donc pour vous, le premier obstacle que doit surmonter cette nouvelle équipe gouvernementale, c'est donc le rétablissement de la sécurité. Toujours un plaisir de vous avoir à Metro News. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je pense que la sécurité est un élément clé. Certainement, en parallèle, il faut mettre des infrastructures, à savoir le Conseil électoral provisoire, et certainement prendre les dispositions budgétaires, arrangements pour qu'on ait un environnement sécuritaire qui puisse faciliter l'organisation des élections en Haïti. Merci encore. Voilà, c'est avec nous Mathias Pierre, ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Il était notre invité ce soir pour parler de réformes constitutionnelles et surtout de l'organisation des élections à venir. Fin de cette édition, mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information développée ce lundi. Les opérations policières se poursuivent au niveau du bas de Delma. Suite à l'assassinat des 3 agents de l'unité temporaire anti-gang, les agents de la PNH veulent démonter le gang de barbecue. Rencontre dimanche entre le Premier ministre Gary Coney et les familles des 3 policiers de l'UTAG assassinés à Delma 18. Le chef du gouvernement a promis des mesures pour renforcer la sécurité et les conditions de travail des policiers. Et puis tous les membres du gouvernement ont été installés. Les autorités étatiques peinent toujours à reprendre le contrôle de certaines institutions publiques situées au centre-ville occupées par des déplacés. Voilà ce qui met fin à notre première édition de Metro News pour la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. D'ores et déjà passé une excellente semaine des formations sur Télémétropole. Bonsoir.